Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Ouais, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer. Bonjour à tous et à toutes, c'est Chris au micro pour le 6e épisode de Déshabillez-moi, la petite chronique qui nous déshabille et qui scrute à la loupe nos petites et nos grandes manies vestimentaires. Mais que se cache-t-il dans nos armoires ? Le vêtement, vous allez voir, c'est toute une histoire. Déshabillez-moi. Chers auditeurs et auditrices, la vie est faite de petits signes et certains méritent toute notre attention. Parfois, il faut un micro-événement pour une maxi prise de conscience. Voici l'histoire qui m'est arrivée. J'ai choisi l'écriture sonore pour mieux partager avec vous cette expérience et vous faire rentrer 5 minutes dans ma tête. Mardi matin, Paris. Je suis en réunion de formation, attentive à de nouveaux savoirs. Distraitement, je regarde mon coude. C'est quoi cette bande blanche ? Il me faut quelques secondes pour comprendre pourquoi la manche de mon pull noir est devenue blanche. Cette image irréaliste capte toute mon attention. Mon pull vient de se déchirer. Mon pull vient de se déchirer et de révéler sur toute la longueur du bras le t-shirt blanc que je porte juste en dessous. Je n'écoute plus. Je ne suis plus là. Normalement, un pull, ça ne se déchire pas. Un vrai pull. Seulement, c'est pas un vrai pull. Un vrai pull, ça tient chaud. Un vrai pull, c'est costaud. Depuis quand on ne met plus de vrais pulls ? Depuis quand je ne mets plus de vrais pulls ? Et là, d'un coup, je me prends ma petite claque. Je réalise que je cède encore à l'attrait du tout petit prix et de la satisfaction toute petite qui va avec. Toutes ces heures excitantes passées dans les magasins à la recherche de la bonne affaire, j'ai vraiment aimé. J'ai adoré consommer. J'ai adoré renouveler mon vestiaire avec des fringues toujours plus accessibles. Une vraie fête. Fast fashion. Quand j'ai entendu pour la première fois ce mot, fast fashion, je ne me suis pas méfiée. Je ne savais pas encore qu'il renvoyait à la surproduction textile, aux vêtements jetables. Je n'ai pas venu venir le loup. Je n'ai pas vu venir le loup. Je dansais encore dans les bois avec Zara et H&M, mes nouveaux amis. Dans les grandes villes, il y a des tentations d'achat à chaque coin de rue. Moi, j'ai du mal à me discipliner. Pourtant, je le sais, dans cette société d'abondance, c'est à chacun de mettre en place ses propres règles pour mieux consommer. Je souhaite de prendre les choses avec des styles qualité, mais qui va durer très longtemps. Peut-être un style classique comme j'habite à Paris, mais je peux mettre dans plusieurs situations. Je peux être plus habillée ou plus décontractée, que je me sens à l'aise, qui sont confortables aussi, mais qui durent longtemps. Moi, j'admire les trentenaires. C'est une génération qui a une réflexion d'avance sur la sobriété textile. Ils sont bien informés, se méfient de la surconsommation. D'un point de vue général, c'est vrai que j'achète pas trop de vêtements. Je pense que par année, je dois acheter peut-être 4 vêtements. Après, avant, j'achetais plus, c'est vrai, dans des grandes enseignes. Et maintenant, je fais un peu plus attention à l'origine, à la composition des vêtements, peut-être. Par exemple, les jeans. J'essaye de faire attention aussi aux lieux où ils sont produits, en favorisant peut-être la fabrication dans l'Europe, en France si possible, mais c'est pas toujours évident. Donc dans l'Union européenne. Voilà. Et puis quand j'achète des vêtements en coton, ou alors il y a aussi le fait que je suis enceinte, donc du coup je commence à acheter des vêtements pour enfants. Je fais attention aux standards par rapport aux produits qui peuvent être nocifs. Donc il y a les standards Ecotex par exemple, ou l'utilisation de coton biologique pour éviter l'usage des pesticides dans les vêtements.
Voilà. Mon pull s'est déchiré. Quelque chose doit changer. Quelque chose va changer. Quelque chose a changé. Ne plus faire comme si je ne savais pas que l'industrie textile, c'est 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La mode est l'une des industries les plus polluantes de la planète. C'est la mode qui consomme et qui pollue la ressource en eau. C'est la mode qui contribue à l'essor de la pollution plastique dans les océans. C'est la mode qui jonche et qui souille les plages et les ruisseaux d'Afrique. Tout cela, nous le savons. Et nous devons agir. Des pulls, j'en ai déjà plein. Ne plus faire semblant d'oublier non plus que la mode low cost a un coût humain. Des femmes, des hommes, des enfants sous-payés travaillent comme des forçats pour des salaires de misère. Mon pull de fast fashion aura duré 2 mois. Comment me trouver belle dans un vêtement qui épuise les ressources et les gens? J'ai les moyens de m'acheter un vrai pull. Allez, c'est le dernier. Alors venez transformer vos bonnes et moins bonnes notes en réduction, voire conditions en magasin. Ça vous parle, ma petite aventure? Un goût de déjà-vu, peut-être? Eh bien oui, la fast fashion, c'est comme la clope. On ne s'en débarrasse pas du jour au lendemain. Il y a des rechutes, des tentations. Eh bien, vous savez quoi? Si j'ai vécu une défaite, j'ai pas perdu la guerre. Et j'ai refusé d'en rester là. Vous et moi, on sait maintenant, depuis l'épisode numéro 4 de Déshabillez-moi, qu'il faut éviter à tout prix de créer de nouveaux déchets textiles. Alors hop, j'ai fait réparer mon pull et pends 20 € dans les dents, parce que mon retoucheur préféré ne pratique toujours pas, pour des raisons obscures, le bonus réparation, alors que celui-ci est déjà mis en place depuis novembre 2023. Soit, au total, 40 € dépensés pour un pull très moyen en qualité. Mais je préfère quand même payer pour prolonger sa durée, histoire de rester aligné avec, d'une part, les valeurs défendues dans ce podcast, et d'autre part, cet idéal de moi foufou qui veut désespérément rester stylé, mais sans nuire à la planète. Et là, chers auditeurs et auditrices, j'ai une vérité terrible à vous annoncer. Car ce moi idéal, cet être merveilleux que les vendeurs de rêves appellent la meilleure version de nous-mêmes, n'est pas tenable dans la durée. On peut y tendre et faire de son mieux, mais avec un mieux qui varie d'un jour à l'autre selon le contexte et nos capacités du moment, comment atteindre une fois pour toutes un idéal de soi forcément sujet à des variations et donc à des tentations? Ne nous y méprenons pas, la fast fashion nous accompagne depuis les années 90 et on ne va pas s'en débarrasser en un claquement de doigts. Vous avez dit addiction ? Chers auditeurs et auditrices, à moins de vivre sur une autre planète, il est difficile de regarder ailleurs, car le secteur de la fast fashion se taille une belle part de marché. En 2022, en France, cette part était déjà estimée à 3 milliards d'euros, soit environ 10% des revenus du secteur de l'habillement. Aujourd'hui, des enseignes comme Shein ou Temu, venues de Chine, déversent sur le marché mondial des milliers de pièces textiles de très mauvaise qualité. Et comme on ne peut pas les recycler, elles échouent la plupart du temps dans les décharges de pays comme le Ghana ou le Chili, qui n'en peuvent plus de nos déchets. C'est un modèle économique très lucratif, qui impose une concurrence déloyale aux acteurs de la filière textile qui, eux, s'efforcent, de leur côté, de décarboner leur production. Mais il n'y a pas de secret, on le sait. Si cette surproduction est rendue possible, c'est par les cadences infernales imposées à une main-d'œuvre fragile et bon marché. Rappelez-vous l'effondrement de l'immeuble Rana Plaza, survenu en 2013 à Dhaka, au Bangladesh. Il avait provoqué la mort de plus d'1 millier d'employés, essentiellement des jeunes ouvrières. Ce drame avait eu l'intérêt de lever le voile sur l'envers du décor de la fast fashion. On y avait découvert les conditions indignes dans lesquelles les salariés du textile travaillent pour soutenir les cadences de production imposées par les marques très populaires qu'on retrouve dans la plupart de nos centres commerciaux. Raphaël Glucksmann, député européen, les avait épinglés et mis face à leurs responsabilités. Certains l'ont reconnu et ont même dédommagé les familles. D'autres se sont défaussés sur leurs sous-traitants. Facile. On parle d'esclavage.
Et je vous invite d'ailleurs, chers auditeurs, si vous en avez la possibilité, à découvrir le travail incroyable qu'a réalisé le réalisateur Wang Bing avec son documentaire sorti en janvier 2024 dans les salles et qui s'appelle « Jeunesse, le printemps ». On y découvre, à 150 km de Shanghai, le quotidien surréaliste d'un groupe de jeunes de 16 à 24 ans, tous salariés du textile et soumis à une production infernale. Vous n'oublierez pas ce film. Cette forme d'esclavage moderne est l'un des secrets les mieux gardés de la fast fashion. Mais heureusement, en France, en 2024, ça bouge côté législation. Et depuis le 14 mars précisément, l'univers de la mode et de l'industrie textile retiennent leur souffle. Eh bien oui, et nous pouvons en être fiers. Car la France s'apprête à être le premier pays à porter au Sénat une proposition de loi pour encadrer les pratiques de la fast fashion et empêcher ses dérives. C'est Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, qui a fait voter un premier texte à l'Assemblée. Et si le Sénat l'adopte, voici ce qui devrait changer. Ces textes vont dans un premier temps permettre de définir la fast fashion et d'identifier les enseignes qui la pratiquent. Comment ? En observant leurs pratiques commerciales et la quantité, la vitesse de renouvellement des collections qu'elles mettent sur le marché. Pour info, l'entreprise Shein propose plus de 7200 nouveaux modèles de vêtements par jour et plus de 470 000 produits différents. Le deuxième point, c'est que les entreprises de vente en ligne, dites marketplace, devront afficher avec ce texte des messages sensibilisant à l'impact environnemental pour inciter au réemploi ou au recyclage. Un éco-score sur la durabilité, expérimenté depuis 2020, sera même mis en place d'ici 2024. Et à partir du 1er janvier 2025, si tout se passe bien, il devrait être interdit aux marques de fast fashion identifiées et à tous leurs influenceurs toute publicité sur le territoire, ce qui aura pour effet bénéfique immédiat de soustraire les plus jeunes consommateurs à une publicité très efficace et très agressive. La loi permettra d'autre part d'instaurer un système de bonus-malus qui s'appliquera dès 2025 et qui prendra en compte l'empreinte carbone et l'impact environnemental. Ce malus sera reversé sous forme de primes aux entreprises qui pratiquent une mode éthique et durable. Cette proposition de loi, c'est quand même un très bon début, même s'il reste encore, à mon avis, un grand vide autour du droit du travail et des conditions d'emploi des ouvriers et ouvrières du textile. On espère quand même que la dimension sociale sera prise en compte lors d'une prochaine adoption des textes. En attendant, c'est aussi à nous, les consommateurs, de faire le job, en fonction de nos moyens, bien sûr. Est-ce que c'est la fin des articles low cost dont nous avions pris l'habitude ? Fini les t-shirts à 5 € et les jeans à 20. Nous allons devoir réapprendre à acheter les articles à leur juste prix et redonner ainsi espoir à tous les fabricants de textiles, vertueux mais trop chers, qui ont dû mettre la clé sous la porte face au phénomène fast fashion. Une première manche est donc en passe d'être remportée, mais le défi des acteurs français du textile est immense, car ils devront concilier mode durable et prix grand public. Est-ce qu'ils vont y arriver ? On croise les doigts. Chers auditeurs et auditrices, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, un petit peu moins léger que les épisodes précédents, j'avoue. Mais le vêtement, c'est tout un univers à comprendre pour mieux consommer et continuer à nous donner du plaisir. Parce que la mode est un plaisir. Et on termine sur cette citation de Coco Chanel. La mode se démode, le style jamais. Chers auditeurs, chères auditrices, vous avez du style. Être soi, c'est déjà un style. Et n'oubliez pas, recycler, c'est stylé. Souriez, vous êtes stylé.